Bugonia était une sorte de finalité de la forme lantimosienne Actuelle, qui serait un rejet pur et simple de l'intégralité de l'humanité, qui viendrait parachever tout ce qu'il a développé avant, de sa misanthropie. Bugonia de Yorgos Lanthimos, qu'est-ce que ça raconte, Ellie? Ah, c'est à moi de... Oh là. De pitcher. De pitcher. Alors, Bugonia... En plus, moi, je l'ai vu depuis un peu plus longtemps que vous, je pense. Je l'ai vu... Enfin, du coup, Bugonia, alors, de mémoire, si je dis pas... Vous me corrigez si je me trompe, hein, mais donc, on va suivre deux mecs perdus un peu dans la campagne américaine qui sont apiculteurs. Ouais. Et qui, en fait, un des deux, surtout l'un des deux, a une sorte de... fascination paranoïaque sur une invasion alien sur Terre et est convaincu que le personnage joué par Emma Stone, qui est une sorte de PDG hyper influente, avec qui il a une histoire passée concernant leur mère, enfin sa mère, eh bien serait justement une envoyée alien sur Terre pour détruire l'humanité. Et du coup il se met en tête avec son... c'est pas son frère, si Si, c'est son frère. Ah, son cousin. Ouais, c'est un parent, mais pas avec son cousin. Du coup, de kidnapper Emma Stone, de l'emmener dans leur sous-sol et du coup de lui faire de vérifier si oui ou non c'est bien une alien, auquel cas il faut l'éliminer. Sachant que son cousin est quelqu'un d'un peu vulnérable, d'un peu bête, un peu arriéré, manipulable. Sûrement avec un handicap mental ou en tout oui, cas. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un trouble clairement, je sais pas, voilà. Ben, c'est vrai que c'est difficile de pitcher davantage le film sans arriver dans la zone spoiler, on va dire. Donc on va d'abord parler du film un peu dans l'ensemble, et ensuite on parlera dans un dernier temps un petit peu des révélations, enfin en tout cas des derniers événements du film. Dans quel ordre on le fait? Parce que donc moi je vais être chargé de le défendre face à vous deux les hyènes, donc à la limite je vous propose de commencer. Je peux commencer. Allez, si tu vas-y. veux. Donc peut-être pour ajouter un peu à ce que tu as décrit et résumé, Emma Stone, elle joue une PDG d'une immense entreprise de pharmacie. Oui, ça, oui. Et donc, moi, ça me fait forcément penser à l'affaire Luigi Mangione, qui est donc un pélo qui a assassiné le PDG d'une grande entreprise d'assurance maladie aux États-Unis, qui a par la politique de son entreprise pas du tout. Si ça fait référence. Je pense que c'était la question d'avant. D'accord. A tué des milliers de personnes, quoi, et donc il s'est fait assassiner par Luigi Mangione, qui à la suite de ça s'est fait est devenu un peu un symbole comme ça. Il s'est fait un peu héroïser, et donc forcément là je pense un peu à cette affaire, avec la différence que Luigi Mangione, il est beaucoup moins identifiable socialement que le personnage de Jesse Plemons, qui en gros est un apiculteur paysan, ultra conspirationniste, vraiment jusqu'aux os, quoi. Et donc qui pour moi est un peu représente un peu schématiquement l'électeur de Trump. Et c'est là où pour moi j'ai un petit problème au niveau même politique du film, c'est que j'ai l'impression que ça essaye, en tout cas ça imprégné un peu du mythe du white trash, tu vois, du pauvre américain blanc marginalisé, qui a été dépossédé socialement par l'administration d'Obama, tu vois. Et dans le film, quand on présente un peu Emma Stone et tout en réunion, on la voit un moment posée avec Michelle Obama. Et donc pour moi, forcément je fais un peu le lien, et je me dis, ok, il y a un peu du mythe du white trash dans l'air, quoi. Et ce qui est, pour moi, c'est complètement faux. Et je renvoie là une historienne américaniste, donc spécialiste de l'histoire des États-Unis, qui a fait un livre qui s'appelle Le pauvre petit blanc. L'historienne s'appelle Sylvie Laurent. Et donc elle démonte complètement, de A à Z, cette idée qui est un mensonge, un récit républicain, qui est de dire que les électeurs de Trump, ils ont élu Trump parce qu'ils ont été trahis, ils ont été marginalisés, délaissés par en gros le néolibéralisme, mais avec ça l'immigration et les luttes des minorités. Et heureusement le film ne va pas plus loin que ça, c'est-à-dire il va pas non plus
voilà, soutenir fermement cette thèse-là, mais ça part un peu de ça quand même, et du coup ça fait partie du côté très faussement politique et aussi dépolitisant du propos. Le chat mentionne deux choses déjà. C'est un remake d'un film coréen de 2003, absolument. Ouais. Mais je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas du tout, donc je pense que vous deux non plus, donc on va pas trop parler du film d'origine. Et dans le film, en effet, le personnage de Jesse Plemons est pas apiculteur, c'est plutôt un hobby. Ouais, il travaille en fait, il travaille dans le service de livraison de l'entreprise d'Emma Stone. De pharmacologie, ouais. Tu veux que j'enchaîne ? Non, mais c'est une très très bonne accroche pour lancer le truc. Je suis assez d'accord qu'il y a en fait, c'est un peu le problème initial, c'est la caractérisation des personnages. En fait, bon, on va pas se mentir, on va pas dire les mêmes rengaines, mais bon, l'Antimos, voilà, cinéma plutôt misanthrope, plutôt voilà, qui va s'amuser de manière un peu cynique, violente, un peu sadique, à torturer des personnages pour essayer d'extraire quelque chose. C'est un peu voilà, la rengaine qu'on commence à avoir l'habitude de voir, que ce soit de la torture plus ou moins violente, plus ou moins gratuite. Mais ce qui peut fonctionner dans un certain degré, à ce niveau-là, c'est justement où se situe la jauge émotionnelle, d'empathie, d'accroche en tant que spectateur. Est-ce qu'on va justement réussir à nous saisir à un moment par rapport à ça, à nous questionner ? Et en fait, en partant de ce principe-là, qu'on est avec vraiment, voilà, comme je disais, l'espèce de schéma du white trash, conspi, complètement allumé, globalement, et en plus que le cousin lui-même soit arriéré et complètement manipulable, donc même pas comme une sorte de vaisseau vide, on peut faire ce qu'on veut avec lui, et que de l'autre côté, Emma Stone, c'est un peu le prototype ultime de la girl boss, voilà, qui incarne le grand pouvoir, l'argent, le capital. En fait, il y a un moment où, en tant que spectateur, je sais même pas quoi regarder vraiment et comment, parce qu'en fait, je me dis que le film veut juste faire un espèce d'énorme tapine sur le sujet en disant bon bah voilà, on est foutu quoi. Et regardez ce qui voilà, l'humanité aujourd'hui c'est un peu réduit à ces deux pôles quoi. C'est un peu, on a les pauvres gens comme ça mais qui sont complètement aliénés par tout ce qu'ils voient, entendent, etc. Et les dirigeants qui s'en battent les steaks d'eux et veulent juste capitaliser sur leur gueule. Et je trouve que le film développe pas... Ah oui, il sauve personne, ça, y a pas de souci. Et pourquoi pas, en soi, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le côté misanthrope dans le fond qui me dérange, c'est plus la manière justement d'essayer d'amener ça à ce propos-là. Où en fait, comme il n'apporte jamais une once d'humanité à aucun moment, en fait, je trouve que c'est hyper difficile pour moi ne serait-ce que de rentrer dans l'histoire, d'y accrocher, en tout cas personnellement, de m'accrocher à ça. Et d'essayer de comprendre les enjeux de ces personnages-là, d'essayer vraiment de les saisir, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que on revient à cette question un peu de l'essentialisation et de la représentation des personnages, c'est qu'il y met un peu ce qu'il a envie de voir lui dans un certain type de personnage, sans vraiment se poser de questions sur qui ils sont, comment ils pourraient interagir réellement, comment ils pourraient être. Et du coup, derrière, il y a un peu un côté puppet master avec eux, dans les deux cas, et effectivement, ils sauvent personne, mais en même temps, il n'y a pas grand monde à sauver dans tous les cas, quoi, je veux dire. Ouais, puis le côté... il sauve personne, pour moi, c'est pas une forme de radicalité de sa part, c'est plus un truc de puérilité et de paresse, quoi, vraiment de paresse intellectuelle. C'est moi qui vais défendre le film, les amis. Vas-y, c'est à ton tour. J'ai déjà presque un peu envie de dire comment se constitue le film. Tu l'as à peu près dit, c'est le kidnapping d'Emma Stone, et à partir de là, tout va se passer dans une maison, mais grande nouveauté chez l'Antimos, le film va tourner surtout autour du dialogue. En réalité, c'est la première fois que ça va être vraiment son intérêt principal. En général, l'Antimos, ce qui le passionne, c'est le mouvement. C'est le mouvement des corps. Je l'avais déjà dit à l'époque de Poor Things. C'est un cinéaste qui a commencé en tant que... qui faisait des captations au début de danse contemporaine et de spectacles de danse contemporaine en Grèce. Et qui a toujours été très intéressé, qui a toujours conceptualisé dans ses films une sorte d'émancipation par le mouvement et une sorte de possibilité d'un ailleurs de l'humanité grâce à la danse, grâce au mouvement des corps. Par exemple, en termes de huis clos, on peut penser à Canine, qui était un peu sur un principe similaire, c'est-à-dire tout se passe dans une maison avec certains personnages, mais le film n'était pas du tout tourné autour du dialogue. Le film était vraiment tourné autour du mouvement, des interactions entre les personnages et de toutes les interactions qui, physiquement, étaient étranges. Là, donc, ce qu'on constate, c'est que déjà, le film est beaucoup plus court que tous ses autres, il dure 1h28, et il empêche la majorité du temps ses comédiens de se déplacer. Emma Stone, elle est attachée, elle est stoïque.
le cousin, il a des troubles psychologiques, donc il va rester immobile, même généralement hors champ, en fait, la majeure partie du temps. Et c'est Jesse Plemons qui va être, lui, en capacité de se déplacer un peu, mais dans la mesure où lui-même a enfermé le cadre narratif du film dans la maison, la majorité du temps, il va aussi rester debout, stoïque, à parler, et ça se représente en fait dans le dispositif de mise en scène majoritaire du film, qui va être le champ contre champ de très gros plans. En tout cas, de gros plans, généralement avec juste le visage des comédiens, toujours en courte focale comme chez Lanthimos, mais d'habitude Lanthimos il aime bien faire des plans larges. Il aime bien capter les corps dans l'espace, justement pour pouvoir les mettre en mouvement et les rendre un peu disponibles. Là, il les réduit à ça, et son idée, ça va être de vraiment explorer ces deux figures, comme vous l'avez dit, qui sont presque plus des figures que des personnages, Emma Stone et Jesse Plemons, en dialogue dans des scènes longues, et des scènes un peu répétitives. On a l'impression qu'il y a une répétition du dispositif de différentes manières, autour de différents sujets, mais qu'en fait, très vite, le film a l'air de tourner en rond, ou en tout cas de ne pas développer de nouvelles choses, de nouvelles idées, et je pense que c'est au centre de son principe esthétique et moteur dans ce film-là, qui est, comme on le disait, une sorte de misanthropie, mais presque extrême, qui est de se dire, bon, de l'humanité, il ne reste que ça, et en plus, elle ne produit plus rien. Elle tourne en vase clos, en circuit clos, et elle se ridiculise presque elle-même. On n'a même plus besoin de leur faire advenir quoi que ce soit. Il suffit de mettre deux êtres humains et c'est n'importe quoi. Et de cette manière-là, je trouve que Bugonia est un film très intéressant, et je pense que tu as dit hors micro juste avant, et j'aime bien cette idée que presque le Bugonia était une sorte de finalité de la forme lanthimosienne actuelle, qui serait, comme on l'a dit, un rejet pur et simple de l'intégralité de l'humanité, qui viendrait parachever tout ce qu'il a développé avant, de sa misanthropie, de sa haine. Et on rentrera donc plus tard dans une lecture de la seconde partie, mais même dans le titre, Bugonia, je ne sais pas si vous avez cherché, mais en fait, la Bugonie ou la Bugonia... C'est un rite, non ? C'est pas vraiment un rite, en fait, c'est une croyance religieuse qui vient un peu soit de textes de la Bible, soit d'avant, que ce seraient des cadavres des animaux que naîtraient les abeilles. Ou en fait, ça vient de cette sorte de constat étrange que il suffit de laisser un cadavre très peu de temps à l'air libre, ou même au quotidien on l'expérimente en laissant un bout d'os dans une poubelle. Le lendemain, il y a des vers qui grouillent autour, et ça commence à évoluer. Moi, j'avais lu que ça venait des Grecs, et que l'Antiquité grecque, et que l'Antimos est grec, et donc il a voulu... Ah, ok. Mais à fact-checker, mais... D'accord, peut-être que du coup, c'est un truc qui se répète. Après, dans les religions, en religion et les cultures, ça se mélange vite. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, que la Bugonie serait cette idée-là, qu'il faudrait presque reconstruire une humanité animale sur le cadavre de l'humanité. J'ai pas vu le film, mais son sujet, si j'ai bien compris, l'opposition entre une représentante de l'élite économique libérale et le peuple trumpien, fait penser au film de série B The Hunt, chasse aux pauvres, conspirationniste et raciste par des milliardaires progressistes. C'est un film plutôt réussi. Je vois ce que tu vois, je l'ai pas vu, c'est vrai que ça avait l'air pas mal. Mais là, d'ailleurs, c'est un bon point de parler de série B, parce qu'en fait, justement, c'est peut-être là où le film, du coup, aurait pu m'avoir, s'il avait embrassé justement un côté beaucoup plus série B, et du coup, un côté... En fait, c'est ça le truc, c'est que... Pour rebondir sur ce que tu dis, mes propos hors micro, c'est vrai que je disais qu'en gros, c'est un film que je n'aime pas du tout, mais qui m'intéresse énormément et qui, voire, me fascine dans le sens où j'ai l'impression de vraiment arriver au bout de la pensée lanthimosienne et de me dire que, en fait, maintenant, d'où le fait qu'il fasse peut-être une pause aussi, qu'est-ce qu'il veut raconter de plus là-dessus, en fait ? Comment on peut aller plus loin que Bugonia, où, en fait, il y a un côté très régressif, mais plus que d'habitude, et surtout il y a un côté un peu prank, j'ai l'impression même dans le film. Enfin, j'ai pas vu le film original, mais il y a un côté un peu farce générale. Comme si il faisait une farce à la fois à ses détracteurs et même à ceux qui aiment plutôt son travail, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un film qui est assez différent de point de vue de la mise en scène et même du point de vue du récit, et du coup il y a un peu un côté, oui, c'est une comédie, ouais, clairement, mais après bon, faut trouver le film drôle, mais moi j'avoue que c'est pas un film qui me fait beaucoup rire personnellement. Après là, l'humour c'est subjectif, mais moi j'avoue que c'est l'humour qui fait grincer des dents plutôt, c'est ce genre d'humour là. Ouais, mais encore même pas tant, parce que je trouve justement c'est là où il va pas assez loin. Moi je m'attendais, en fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a un peu un moment où
quand le film commence à tourner en rond, on en vient à se demander, bon, ok, on est sur cette... Comment il va avancer? Est-ce qu'il va justement revenir un peu à ses marottes habituelles? Donc qui est le rapport à la violence et se dire, bon ok, voilà, j'ai assez fait mumuse avec mes idiots là, comment est-ce que je peux les faire imploser, quoi? Et on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que là justement il va arriver à une forme de cruauté de son dispositif en essayant de l'amener à quelque chose de beaucoup plus pervers, tendu, intense? Ou est-ce que justement il va aller dans la facilité et dans l'explosion un peu classique comme on a souvent dans ces films? Lâcher les chiens. Voilà, chez les chiens, les mots un peu bleus. tarantinesque. Exactement, un peu tarantinesque. Bon, on peut spoiler, c'est plus le deuxième versant, quoi, qui prend forme. Et c'est là où le film, du coup, à ce moment-là... Tout en restant un slasher un peu soft. Tout en restant un slasher un peu... Mais du coup, il a un peu le cul entre deux chaises. C'est que d'un coup, il a un peu Ouais. le côté entre cette espèce de film un peu... espèce de film d'auteur un peu classique enfin, c'est l'Antimos, quoi. C'est quand même un auteur qui a le côté prestige festival avec le côté un peu... La petite surcouche légèrement intello qui veut se donner un peu, ou un peu intello dans le sens je réfléchis sur le monde, Oui. j'essaie d'apporter une sorte de discours. Et en même temps... mais qui l'empêche, je trouve, d'aller assez loin à chaque fois dans la... Mais j'ai pas la sensation que dans un seul de ces films, Lantimos ait cherché à apporter un discours. Pour le coup, c'est Non. vraiment pas ce que je dirais de lui. Pas de discours, mais un côté un peu réflexif, quoi. Une sorte de... Sans parler de discours, Pour moi, mais ce de- serait plus une sorte d'exploration, mais c'est aussi, du coup, j'en profite pour te dire ce que Ouais. j'adore chez Lantimos, mais c'est pour revenir au truc de la danse, quoi. C'est une sorte d'exploration matérielle et physique de une sorte d'absurdité de l'existence du corps humain, quoi. C'est quoi ce truc un peu fou, un peu étrange, et qu'à partir du moment où on met en mouvement et on met en confrontation avec d'autres personnages, ça devient presque n'importe quoi. Et c'est là où Est-ce que juste... tu as l'impression que là, il y a un Voilà. plan ou un effet qui pose cette question du corps et de... Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le film qui... C'est son premier film à éluder le corps et à s'intéresser que au gros plan. Il y a Mais même de quelques manière générale sur le mouvement, tu vois, tu parlais du mouvement. Moi, Oui. J'ai pas l'impression, enfin, je me suis vraiment fait chier pendant tout le passage dans la cave où la redondance, comme tu le disais, mais pour moi, marque un peu le fait qu'il a voulu faire un concept un peu de court-métrage, qu'il a essayé d'étirer comme ça en long-métrage, mais avec des effets de boucle qui n'en finissent pas. T'as le moment où elle est avec le cousin, du coup, un peu bête, et elle essaye de le convaincre, de le persuader, de lui dire, mais écoute, tu te fais manipuler, libère-moi, et c'est une scène qui dure, mais 15 minutes, il y a 15 minutes de dialogue où ça répète les mêmes choses, il se passe rien. Et en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée que donc ces corps, ils sont bloqués, ils peuvent pas s'exprimer, mais c'est presque là qu'Emma Stone, c'est pour ça, bon, on savait déjà que c'était une très bonne actrice, mais là, elle devient vraiment une révélation. Enfin, dans The Curse, elle était aussi très forte à ce niveau-là, c'est dans son jeu de visage. Et en fait, tout d'un coup, en gros plan, ce qui va naître, c'est la surprésence des signes du visage, des sourcils, de la bouche, du nez, des joues, que elle va réussir à mettre en jambe, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de séquence de kidnapping au début, où en fait Emma Stone est quelqu'un qui pratique Des arts martiaux. Elle leur la latte la lutte, gueule. et elle leur latte la gueule, en effet. Donc Vraiment, on voit en fait. qu'en fait, ce personnage-là, qui a un plein contrôle de son corps, elle est inarrêtable. Et malheureusement, elle se fait piquer par une seringue, elle se fait arrêter. Et donc, cette sorte de grande puissance physique va être, on va dire, déplacée sur sa surprésence faciale, merci. Et que c'est ça, tout d'un coup, à quoi s'intéresse Lantimos dans ses gros plans de visage, c'est les enjeux de visage. Et Jesse Plemons aussi, les deux ont été maquillés. Jesse Plemons, il a des sortes de, je sais pas ce que c'est, des sortes de plaques d'eczéma, de boutons, des trucs sur le visage, etc. Elle a cette sorte de crème blanche, et en plus elle est chauve, ne l'oublions pas, du coup ça révèle d'autant plus les traits de son visage. Et donc on est vraiment dans une sorte de surmonstruisation des deux visages face à face qui vont se surexprimer, montrer un peu. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu le film aussi le plus misanthrope de Lantimos, c'est qu'il y a un truc de on se rapproche le plus possible des êtres humains, le mouvement existe toujours, mais on se rapproche aussi de leur monstruosité, quoi. Mais justement, c'est là où moi le film finalement échoue à travers son virage final un peu justement explosif. Attendez, je vous propose de nous mettre dans la zone spoiler. Ok, pendant 5 minutes là, on se donne 5 minutes de spoil, parce qu'après on rappelle que dans 5 minutes il y a Ghoul, et je crois qu'il s'appelle, qui revient et qui va péter un plomb si on est en train de raconter la fin du film. Je vais écrire Voilà. spoiler en gros. Voilà, comme comme ça, ça. si vous voulez vous mute, tant que c'est là. Attendez, je le grossis, voilà, voilà. parfait. Le sur ma tête s'il faut.
Voilà, Mais, je le grossis, je le mets là, comme ça, tant que ça spoil, vous pouvez mute. Non mais donc, enfin après voilà, sans forcément rentrer dans le détail du spoil, mais ce moment où du coup en fait ça devient vraiment une sorte d'opposition même presque armée, enfin du coup il y a vraiment une sorte d'explosion d'hémoglobine, des coups de feu, on détruit les corps pour le coup. Ouais. En fait c'est là où justement ce que tu dis est intéressant. Je vois cette idée du travail sur le corps, mais par une forme de rapprochement. Et en fait, vu que le sujet du film, enfin l'un des enjeux du film, c'est de savoir est-ce que oui ou non Emma Stone est une alien, ce qui est une idée hyper qui est à la fois un prétexte, mais qui du coup d'un point de vue de jeu peut être intéressant. Je trouve que justement le rapport à essayer de sonder son visage, mais les moindres réactions corporelles, c'est un bon début. Notamment cette scène où elle se fait torturer, sur la chaise électronique, là, où il y a un truc un peu curieux de savoir jusqu'où ça va, etc. Et en même temps, c'est là où je me suis dit, mais est-ce que justement la vraie radicalité, pour une fois, ça aurait pas été de justement aller le plus possible dans l'exploration des capacités du corps humain d'Emma Stone, quoi. Et justement, jouer, presque d'aller dans une forme de burlesque, un peu mais c'est déjà ce qu'elle a fait dans Poor Things, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça a déjà été traité. Sauf que je trouve que dans Poor Things, justement, c'était pas... Je suis d'accord, mais je veux dire, si je prends l'œuvre de Lanthimos, je comprends cette sorte de réflexion de... Parce que justement, là, il y a vraiment le rapport à qu'est-ce qui fait un être humain. Et là, au final, il va pas beaucoup plus loin que les quelques plissements du visage, des réactions très basiques. Moi, j'ai pas du tout... l'enjeu pour moi, c'était pas du tout de savoir si c'était une alien ou pas. C'était c'est le prétexte. Ouais, c'était un peu le prétexte, un peu la blague de dire est-ce qu'il va vraiment le faire à la fin et tout. Mais pour moi, c'est vraiment la chaîne de manipulation qui se déroule entre les trois personnages, quoi. Lui qui est un conspirationniste acharné, qui a des milliers de documents sur son ordi, qui passe ses journées à faire ça. Les modélisations 3D. Qui est convaincu que tous les PDG viennent de la galaxie d'Andromède et tout. Et il est là à bourrer le crâne à son cousin. Et après, t'as l'inversion un peu des rapports de force entre Emma Stone qui vient et qui commence à manipuler, qui commence à jouer le jeu, à dire que c'est une alien et tout, et tu vois Jesse Plemons complètement en détresse, complètement vulnérable, et qui devient sa marionnette, quoi. Et moi je trouve que ce jeu un peu de monstruosité des visages, ça sert un peu cette opposition, ce jeu de pouvoir entre la PDG hyper cynique, hyper robotique, et là pour le coup aliéné, et le côté très humain de la victime, de l'opprimé, du manipulé, quoi. Et c'est pour ça que le twist le twist qui vaut ce grand spoiler là, à l'écran vient complètement à côté, en fait, et déroute par rapport aux questions que j'ai l'impression que Lanthimos voulait poser, quoi, sur ces rapports de force, ces questions de manipulation. Il aurait pu faire un vrai film de conspiration, un vrai film sur le complot et sur la mentalité du complot, tu vois, sur la psychologie. J'ai l'impression que tu lui reproches un peu de pas avoir fait le film que tu attendais voir, et j'ai la sensation que donc, on peut le dire vu qu'on est dans la zone spoiler, le fait qu'à la fin, il se trouve que Emma Stone était bel et bien une alien, et face à presque l'abomination que représente Jesse Plemons, elle et ses camarades vont se dire ça sert plus à rien, tuons-les tous. Oui. Et le dernier moment du film va être un enchaînement de plans pas forcément fixes, ils vont pouvoir se déplacer, mais on va dire quand même très posés, sur un ensemble de tableaux de cadavres humains tout à coup arrêtés dans leur mouvement, que ce soit sur des autoroutes avec les voitures qui se sont rentrées les unes dans les autres, que ce soit en pleine opération, en pleine visite. Et c'est drôle parce que il se trouve qu'il y a 2 autres œuvres un peu majeures qui sont sorties cette année qui usent du même processus. J'ai pensé à Pluribus de Vince Gilligan, qui dès son premier épisode en fait imagine une invasion alien qui va réunir tous les êtres humains sous un seul esprit ruche, et donc à part donc notre protagoniste et quelques rares humains, le premier épisode va en fait déployer des grandes scènes comme ça où l'actrice principale va traverser des espaces où tout le monde est à terre, tout le monde est au sol, l'humanité est morte, quoi. Et j'ai aussi pensé à House of Dynamite dans cette idée d'imaginer une sorte d'extermination totale de l'humanité. Et j'ai l'impression que, force est de constater, il y a un truc encore plus déroutant que ce qu'on avait vécu pendant... Enfin, on n'y était pas, mais de ce que les œuvres
sur la guerre froide nous raconte d'aujourd'hui, cette peur de l'apocalypse nucléaire, qui est vraiment un truc de fin complète et totale de l'humanité. Mais là où c'est intéressant dans le film, c'est que Yorgos Lanthimos le filme comme une happy end. Très étrangement, on a l'impression que, en même temps, c'est l'idée de la bugonie, on voit les quelques animaux, les petites abeilles, etc. Puis c'est que, en fait, maintenant, que les humains étaient la seule chose qui faisait que la Terre, la seule chose qui abîmait la Terre, et que la seule solution pour sauver la Terre et la vie, parce qu'on n'a pas de... Mais c'est là où justement c'est là où c'est traître. C'est qu'en fait le seul indice de vie qu'on a, c'est ces abeilles en soi qui font en plus écho au côté genre la ruche dans l'espace qui fantasme aussi. Mais comme les personnages, ce ne sont pas vraiment des personnages, mais juste des espèces de figures un peu des totems auxquels ils s'attaquent, je trouve que justement ça perd beaucoup en puissance, moi, ce rapport à l'humanité En fait, il y a aucun moment où on croit à cette humanité pervertie, puisque l'humanité n'existe même pas de fait, en fait. Et par principe, il part d'un constat qui est déjà là, et il va juste au bout de cette idée-là, et c'est pour ça que tu dis que la fin est une happy end, mais c'est là où je dis que moi, c'est là où je te disais hors micro, que pour moi, il arrive au bout de son processus personnel. C'est le fantasme misanthrope ultime et accompli. C'est qu'est-ce que tu veux faire après avoir détruit l'humanité dans un film? Je suis d'accord, mais en même temps, quelle belle façon de terminer, va dire un acte. Mais à son échelle. Ça trahit quand même une malhonnêteté. Qu'on voit même d'ailleurs dans Eddington de Harry Astor, genre ok, il y a les méchants fachos, mais regardez les militants manifestants gauchistes, ils sont aussi pas terribles et tout. Mettons tout le monde dans le même sac, l'humanité c'est de la merde, donc il faut tous les tuer à partir d'une bulle comme ça, un peu. On voit la planète in vitro et on voit Emma Stone qui pique la bulle et tout le monde est achevé. Un message de Bunk. J'aime assez Lanthimos d'habitude, mais dans celui-là, je trouve sa misanthropie teintée de condescendance, comme s'il l'appliquait depuis un confort démiurgique. Et sa hauteur le conduit vers un discours essentialiste où tout le monde serait horrible, à équivalence, sans vraiment acter que les uns sont les victimes des autres. Ça, c'est qu'au final, quand le film se termine, t'as l'impression que lui, finalement, son kiff, c'est d'être Emma Stone dans le film. C'est un peu justement avoir droit de vie ou de mort à travers sa position de cinéaste sur l'humanité entière et de dire, en fait, voilà, moi j'ai raison, c'est ça le monde en fait. Mais point final. C'est ça. Puis j'ai un peu du mal à voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire le fait qu'elle rejoigne ses copains aliens dans le vaisseau et qu'elle pique la bulle de la planète Terre pour tuer tout le monde, qui sait en fait? Est-ce que les aliens, c'est les PDG qui veulent exterminer tout le monde pour pouvoir mieux exploiter la Terre, ce qui est incohérent parce qu'ils sont déjà en train de les exploiter, ou est-ce que les aliens, c'est pas du tout des BTG, c'est des aliens qui sont vraiment extérieurs et qui infiltrent un peu l'humanité en rentrant dans la peau d'un PDG, mais ça reste des aliens extérieurs et ils exterminent tout le monde, ce qui serait plutôt la thèse misanthrope, quoi. Mais qui, encore une fois, est extrêmement malhonnête, je trouve. Je pense qu'il s'est même pas posé cette question-là, en fait, j'ai l'impression. La question n'est même pas posée, en fait, dans le film. Sur le rapport à l'alien, c'est juste l'idée de l'alien, l'étranger qui vient détruire la Terre, mais pas l'étranger dans le sens... dans le sens alien. Oui, dans le sens alien, qui vient et qui juste... un peu à côté de la guerre des mondes, quoi, mais pour le coup, mais la guerre des mondes, il y a un côté assumé au fait de, justement, rendre la dimension alien abstraite, dans le sens où c'est une menace... Là, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a un côté un peu... Je trouve que c'est là où c'est pervers, c'est le rapport à l'humanité qui est très bizarre, quoi. C'est justement en faisant vraiment un personnage ancré dans la société, qui a une forme de visibilité, etc. On pourrait s'attendre justement à questionner ce rapport, humanité alien, mais en même temps, il le fait. C'est là où c'est hypocrite, c'est que finalement, il s'en fout en fait, parce qu'en fait, dans tous les cas, il s'avère qu'elle a raison, quoi.